Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints une fois de plus par Saïd Mohamed Marandi, professeur à l'Université de Téhéran et ancien conseiller de l'équipe iranienne de négociation nucléaire. Il semble bien que cette guerre sera longue, et nous assistons également à une montée rapide de l'escalade. Du côté américain, on parle de plus en plus de la possibilité de s'emparer de l'île de Karg, en Iran, qui traiterait, selon les estimations, entre 80 et 90% des exportations pétrolières iraniennes. Si les Américains mettaient ce plan à exécution, ce serait en quelque sorte l'option nucléaire pour tenter de paralyser l'économie iranienne. Cela soulève donc la question suivante. Quelle serait, selon vous, la réaction probable de l'Iran si les États-Unis empruntaient cette voie? Car je suppose que s'il existait une réponse simple, le monde aurait déjà soit attaqué, soit tenté de s'en emparer. Eh bien, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je pense qu'il est assez clair que ce serait un problème majeur rien que d'accéder à l'île, car les États-Unis devraient utiliser ou survoler le territoire des dictatures familiales arabes du Golfe Persique. Et cela signifierait que l'Iran devrait riposter. Donc, si le territoire iranien est occupé, cela entraînerait une escalade majeure de la guerre. Ces régimes devraient alors payer un prix très lourd, bien plus élevé que celui qu'ils paient actuellement. Pour les États-Unis, ce serait très difficile, car les îles sont bien protégées, et les forces iraniennes sur la côte seraient là pour soutenir les habitants de l'île et les capacités de défense sur place. Et c'est loin de la marine américaine et plus proche des côtes iraniennes. Mais surtout, je pense que c'est la futilité d'une telle agression qui importe. Ce geste ne changerait en rien le statut de la région du Golfe Persique, ni la situation dans le détroit d'Ormuz. L'Iran contrôle le détroit d'Ormuz, et rien ne peut en sortir ou y entrer sans sa permission. Le détroit n'est pas officiellement fermé, mais les navires qui souhaitent le traverser doivent obtenir une autorisation. Ainsi, un acte d'agression des États-Unis contre une île, partie intégrante de la République islamique d'Iran, signifierait un combat acharné. Cela impliquerait également que les pays ayant permis une telle agression seraient sévèrement punis. Et il faut se rappeler que le Koweït, l'Arabie saoudite, les Émirats, Bahreïn et le Qatar sont en grande partie des déserts. Tout ce qu'ils ont, c'est du pétrole ou du gaz. Ils n'ont même pas d'eau. Ils dépendent des usines de dessalement. Ils sont totalement vulnérables à des représailles iraniennes. Et encore une fois, comme je l'ai dit, cela ne changera pas grand-chose. Disons que les Américains mènent une telle opération et réussissent à prendre l'île. Hypothétiquement, cela n'améliorera pas le marché mondial de l'énergie. Cela l'aggraverait, car les représailles de l'Iran incluraient la destruction d'actifs appartenant aux pays coopérant à l'invasion du territoire iranien. Cela signifierait des dommages à long terme, car nous avons ici deux problèmes. Le premier est que le détroit d'Ormuz est plus ou moins fermé. Ainsi, chaque jour, 20 millions de barils de pétrole n'atteignent pas les marchés mondiaux, ainsi que le gaz, les engrais et tout ce qui y est lié. Cela se produit quotidiennement. Mais s'il y a une guerre dans le Golfe Persique, ces installations seront détruites. Cela signifie que même si le détroit d'Ormuz rouvre plus tard, après une sorte d'accord, il n'y aura ni pétrole, ni gaz à transporter, ni pétrolier pour assurer le transport. Ce serait une décision absurde, logistiquement très difficile, voire presque impossible. Et les défenses iraniennes, bien sûr, détruiraient une grande partie des capacités militaires américaines. Ce serait vain, en réalité, pire que vain. Ce serait très préjudiciable en raison des effets à long terme que cela aurait sur les marchés mondiaux.
Que devons-nous penser, cependant, des rapports selon lesquels l'Iran poserait des mines dans le détroit d'Ormuz? Car cela empêcherait également, je suppose, au moins dans une certaine mesure, les navires iraniens, ainsi que ceux des nations amies, de traverser le détroit. Savez-vous quelque chose à propos de cette opération? L'Iran n'a pas miné le détroit d'Ormuz, le golfe Persique, ni l'océan Indien. Tout cela, c'est du n'importe quoi. La majeure partie de la marine iranienne qui serait utilisée en temps de guerre est conservée dans des tunnels souterrains. Il s'agit de vedettes rapides, des armes très puissantes pour la guerre asymétrique. L'Iran a même diffusé certaines images de ces tunnels. Ils sont similaires aux bases souterraines de missiles et de drones. Ainsi, il y a des vedettes rapides à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du golfe Persique, en très grand nombre, équipées de missiles surface-surface et mer-mer, capables de détruire n'importe quelle cible dans la région. Tout cela est souterrain et bien protégé. Les Américains ne peuvent pas y toucher. La capacité de l'Iran à miner le golfe Persique repose elle aussi sur des installations souterraines. Donc ils sont tous en sécurité. Mais l'Iran n'a pas pris cette direction. L'Iran ne veut pas d'escalade. Je suis sûr que votre public le sait, mais dès le tout début, les Iraniens négociaient. Même si les négociations avaient échoué, les États-Unis n'avaient aucun droit d'attaquer l'Iran et de tuer des Iraniens. Mais l'Iran négociait, et les États-Unis ont attaqué l'Iran, même si le ministre omanais des Affaires étrangères avait déclaré que des progrès avaient été réalisés. En gros, les affirmations de Trump, selon lesquelles les négociateurs américains, c'est-à-dire son gendre et son meilleur ami, auraient cité les Iraniens à la table des négociations en disant qu'ils voulaient construire des armes nucléaires, sont ridicules. Pour deux raisons. La première est que, heureusement, les négociations étaient indirectes. Donc l'Iran a des témoins. Et l'un de ces témoins est le ministre omanais des Affaires étrangères. Lorsqu'il s'est rendu aux États-Unis et a donné des interviews, il n'a rien dit de tel. Donc, de toute évidence, soit Trump ment, soit ce sont ses amis de l'immobilier qui mentent. La deuxième raison est que l'Iran a toujours affirmé « Nous ne développons pas d'armes nucléaires. Notre programme est pacifique et nous avons une fatwa. » L'AIEA a toujours été cohérente, au moins en déclarant qu'il n'existe aucune preuve que l'Iran ait jamais, à un moment quelconque, tenté de fabriquer une arme nucléaire. Et même la CIA reconnaît, le renseignement américain reconnaît, qu'au moins depuis 2003, le programme nucléaire iranien a toujours été pacifique. Alors pourquoi diable les négociateurs iraniens iraient-ils dire à leur ennemi, celui qui veut les bombarder et les tuer, qui les menace, qu'ils veulent fabriquer des armes nucléaires à la table des négociations? C'est évidemment un mensonge insensé, et seuls les partisans les plus naïfs du culte MAGA pourraient croire le contraire. Il me semble évident que les Iraniens ne voulaient pas d'escalade, et qu'ils n'en veulent toujours pas. En ce moment même, par exemple, les installations gazières de Doha et du Qatar sont toutes prêtes à redémarrer s'il y a la paix. Le pétrole peut à nouveau circuler s'il y a la paix. Et la plupart des pétroliers, ceux qui n'ont pas enfreint les directives de l'Iran, peuvent circuler et extraire le pétrole et le gaz de la région du golfe Persique une fois la paix rétablie. Il n'y a donc aucune chance dans ces circonstances que l'Iran s'effondre. Cependant, si les États-Unis intensifient leurs actions, s'ils commencent à tenter de détruire des infrastructures clés, des installations gazières, pétrolières ou électriques, alors tout devient possible et l'Iran ripostera. L'Iran peut leur infliger bien plus de dégâts qu'ils ne peuvent lui en infliger, car les actifs américains et ceux de leurs alliés de l'autre côté du golfe Persique sont considérables et ils seront détruits.
C'est donc une forme de destruction mutuelle assurée. Une forme de dissuasion mutuelle assurée. S'ils s'en prennent à nous, nous nous en prendrons à eux. Mais nous ne voulons pas le faire, même si nous y sommes prêts. Une autre chose, Glenn, que je voulais souligner, même si ce n'est pas directement lié à ta question, est quelque chose que je considère comme très important. Nous nous souvenons tous des évaluations américaines et israéliennes et de ce que les médias nous ont rapporté, que l'Iran disposerait d'un certain nombre de missiles. Eh bien, nous voyons que l'Iran tire des missiles 24 heures sur 24 sur plusieurs sites. Les actifs du régime israélien, comme ceux du régime américain, sont visés. Cela montre que les services de renseignement du Mossad, de la CIA et du MI6 sont très médiocres, qu'ils en savent en réalité bien moins sur l'Iran qu'ils ne le prétendent. Ils ne cessent de dire au monde qu'ils savent tout, qu'ils sont les meilleurs pour recueillir des informations et que ce sont les organisations de renseignement les plus compétentes au monde. Mais la capacité offensive militaire de l'Iran est l'atout le plus important dont ils disposent dans ce conflit, et ils n'y comprennent rien. L'Iran continue de tirer. Ils ne cessent de dire que les lanceurs sont à court, que les missiles sont à court, que les drones sont à court. Cela fait presque 2 semaines qu'ils le répètent. Pourtant, l'Iran continue de frapper et il affirme être prêt et disposé à prolonger cette guerre au-delà des élections de mi-mandat. C'est assez intéressant, et c'est aussi l'un des points faibles de Trump. Non seulement l'épuisement des armes ou les problèmes économiques et énergétiques, mais aussi, bien sûr, la politique intérieure. Concernant le détroit d'Ormuz, la secrétaire américaine à l'énergie a déclaré que la marine américaine, malgré de nombreuses demandes, n'est toujours pas prête à escorter les pétroliers à travers le détroit. On nous a également dit qu'ils étudiaient actuellement différentes options pour permettre le passage des pétroliers. Quel est le principal défi? Est-ce même faisable à ce stade? Ma première pensée a été que Trump avait beaucoup insisté sur le fait de couler des navires de la marine iranienne, mais il ne semble pas que l'Iran ait besoin d'une grande marine pour fermer le détroit d'Ormuz. Alors, selon vous, quels sont les principaux défis? Tandis que la secrétaire américaine à l'énergie et d'autres sont maintenant assis autour de la table pour étudier les options permettant de faire passer ces pétroliers, à quel problème se heurtent-ils? Ce sera impossible pour eux de faire cela. Tout d'abord, il y a la marine iranienne, l'essentiel de la flotte, la partie importante qui serait utilisée en temps de guerre. Tous les hors-bords sont conservés dans d'immenses tunnels souterrains. Ensuite, il y a les mines qui peuvent être utilisées, les missiles surface-mer, les missiles à courte portée, ainsi que les missiles et drones à moyenne portée, puis les missiles, drones et missiles de croisière à longue portée. L'Iran peut cibler le détroit d'Ormuz depuis n'importe quel point de son territoire. Comment les États-Unis vont-ils l'ouvrir? Et ensuite, lorsqu'il y aura une guerre ouverte, l'Iran va riposter et punir les régimes de la région qui accueillent des bases américaines, avec un degré d'intensité plus élevé. Donc disons hypothétiquement que vous parveniez à rouvrir le détroit d'Ormuz, ce qui est pratiquement impossible. C'est un peu comme la question de l'île de Kark. Donc hypothétiquement, vous le rouvrez, mais s'il n'y a plus de pétrole, plus de produits pétrochimiques, plus de gaz et plus de navires, quel en est l'intérêt? Vous perdez des centaines, voire des milliers d'hommes. Vous perdez une partie importante de votre marine. Et ensuite, vous faites grimper le prix de l'énergie de façon permanente. En d'autres termes, il n'y a pas de solution. Tout accord qui finirait par être conclu ne sauverait alors pas l'économie mondiale.
that will ultimately come will not save the global economy then. If the United States is forced to accept, and it will be Si les États-Unis sont contraints d'accepter, et ils seront contraints d'accepter, les conditions de l'Iran pour la paix, alors le pétrole pourra à nouveau circuler. Mais si l'État islamique intensifie la guerre, quelles en seraient les conséquences à long terme? Ce serait catastrophique pour le monde. Cela devient déjà catastrophique. Les gens ne comprennent pas encore ce qui arrive. Espérons que les pays du monde entier, la communauté internationale, l'opinion publique en Occident agiront. Le gouvernement britannique aide les États-Unis à utiliser des bombardiers lourds pour massacrer des Iraniens. Les peuples d'Europe doivent contraindre leur gouvernement à changer, et les États-Unis doivent faire de même. Les peuples du monde entier doivent faire pression sur les États-Unis. C'est ainsi que la guerre prendra fin. Sinon, les choses se passeront comme je l'ai dit. Je vois que Trump a déjà prononcé une sorte de discours de victoire, affirmant que la guerre était déjà gagnée. D'un autre côté, il ne peut pas vraiment présenter une victoire convaincante et se retirer la tête haute tant que le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert. Car s'il reste fermé, toute déclaration de victoire au moment du retrait américain n'a pas vraiment de sens. Pour cette raison, Trump a également averti qu'il y aurait beaucoup plus de destruction. Je crois qu'il a parlé d'un niveau 20 fois supérieur si le détroit n'était pas rouvert. Cependant, il a aussi déclaré que les États-Unis n'avaient plus de cibles à frapper. Cela soulève donc la question. Que pensez-vous ou que vous attendez-vous à voir du côté américain maintenant? Car il semble qu'il ne reste plus de bonnes cibles militaires à atteindre, mais qu'ils doivent tout de même intensifier, monter d'un cran, afin de tenter de contraindre l'Iran à se plier aux exigences américaines. Selon vous, quel est le plan d'action du côté américain? What do you think is the action plan on the American side? Well, they're already doing it. They're already Eh bien, ils le font déjà. Ils frappent déjà des cibles non militaires. Ils l'ont fait dès la première heure, lorsqu'ils ont massacré ses filles et ses enfants dans l'école primaire. Et ce n'est qu'après une semaine que le New York Times, sous la pression, a commencé à révéler la vérité. Pas parce que le New York Times a une quelconque morale ou honte. Non, nous savions tous ce qui s'était passé dès le premier jour. Le monde le savait au troisième jour. Mais vous savez, quand les gens aux États-Unis le voient sur les réseaux sociaux, quelqu'un doit agir. Et bien sûr, un opposant à Trump aurait évidemment commencé cela. Donc ils massacrent des gens très régulièrement, et c'est prémédité. Ils savent exactement ce qu'ils font. Les cibles qu'ils ont frappées à Téhéran aujourd'hui, hier, avant-hier, la nuit dernière, c'était des cibles civiles. Ce sont des familles ordinaires. Ils bombardent des maisons. Ils massacrent des enfants et des femmes. C'est intentionnel. Mais ce que Trump pourrait faire, c'est aller plus loin. Il pourrait commencer à tenter de détruire des infrastructures iraniennes clés comme le pétrole, le gaz, l'électricité, et ainsi de suite. Mais cela signifierait que l'Iran ferait de même. Cela voudrait dire qu'il n'y aurait plus d'électricité de l'autre côté du golfe Persique, et cela mènerait certainement à l'effondrement de ces régimes. L'Iran, lui, ne s'effondrerait pas. Nous avons vu à quel point le peuple est uni. Quiconque suit les comptes de médias sociaux iraniens à l'intérieur du pays sait que les gens descendent dans la rue chaque jour et chaque nuit en grand nombre sous le feu. Alors que les missiles tombent tout près, ils ne bougent pas. Il y a de nombreuses preuves à ce sujet. N'importe qui peut aller les voir sur les comptes iraniens, Press TV ou ailleurs. Je ne le fais pas moi-même, car il est trop difficile de télécharger en permanence des vidéos de personnes dans différents quartiers de Téhéran ou d'autres villes. Et puis, alors que les bombes explosent à proximité, ils continuent de scander « femmes, hommes », sans reculer. L'Iran va donc rester debout et se reconstruire. Mais ces proxys de l'autre côté du golfe Persique seront balayés.
Ces régimes n'ont aucune légitimité aux yeux des populations qu'ils maintiennent sous leur joug. Et cela mettrait fin à l'économie mondiale. L'économie américaine s'effondrerait. Donc, s'ils détruisent les infrastructures de l'Iran, les infrastructures des États-Unis ne seront peut-être pas bombardées, mais quand la crise énergétique frappera, cela n'aura plus d'importance qu'elle le soit ou non. La plupart de tout cela deviendra inutile parce que l'économie s'effondrera. Espérons donc que les États-Unis ne feront pas cela. Ce serait stupide. Eh bien, ils sont totalement immoraux. Mais espérons que le régime Trump aura assez de bon sens pour ne pas le faire. Mais le simple fait qu'ils disent cela, Glenn, en dit long. Cela montre beaucoup. Il ne parle pas seulement de l'Iran. Il a dit la même chose à propos de Cuba, si tu te souviens. Quand la Cour suprême a voté contre ces tarifs douaniers, il s'est mis très en colère, puis lors de la conférence de presse, il a dit quelque chose comme « Je peux détruire des pays, mais je ne peux pas imposer un tarif d'$1. » Aucun média occidental ne l'a interpellé en lui demandant « Que veux-tu dire par « je peux détruire des pays » ?» Je pense qu'à ce moment-là, il parlait de Cuba. Et puis ici, il dit qu'il va détruire l'Iran pour qu'il ne puisse jamais se relever. Et il n'y a aucune indignation, que ce soit du Guardian, du Washington Post, du Los Angeles Times ou de n'importe lequel d'entre eux, parce que les médias sont possédés et contrôlés par les oligarques, par la classe Epstein. Leurs journalistes n'ont aucun sens moral, donc ils peuvent parler de la destruction de nation après nation sans que cela ne choque les médias. Je pense que, depuis Gaza, ils se sont révélés tels qu'ils sont. Mais chaque jour qui passe, cela devient plus clair, et même les plus naïfs commencent à se réveiller, sauf ceux qui, vous savez, veulent rester comme ça, comme des membres d'une secte MAGA ou autre. Tous les autres voient la vérité. Eh bien, j'ai vu un discours du ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, qui semblait, enfin, ça a été interprété de différentes manières, mais on aurait dit qu'il revenait sur les objectifs très ambitieux qui avaient été avancés. Donc il ne s'agirait pas d'une guerre sans fin, et ils décideraient ensemble avec les États-Unis du moment où y mettre un terme. Comment évaluez-vous la position israélienne et américaine aujourd'hui? En termes de ce qu'ils veulent tirer de cette guerre, de ce qu'ils peuvent accomplir, et du moment où ils souhaitent y mettre fin. Tu sais, Glenn, encore une fois, tu le sais mieux que moi, et ton public aussi, mais depuis que le génocide à Gaza a commencé, le massacre au Liban, l'escalade en Cisjordanie et la montée d'Al-Qaïda en Syrie, avec un régime ouvertement affilié à l'administration Trump, les gens se réveillent face à la réalité que le sionisme est malfaisant, que le sionisme pose problème. Les Américains se sont retournés contre le sionisme. Aux États-Unis, la jeunesse s'y est opposée, et d'autres s'y opposent aussi. Ainsi, à mesure que le prix du pétrole augmente, que le prix de l'énergie grimpe et que la vie devient plus difficile, sur qui les gens vont-ils rejeter la faute pour leurs problèmes financiers personnels qui s'aggravent de jour en jour dans les semaines et les mois à venir? Sur qui vont-ils rejeter la faute? Ils vont blâmer Trump, ils vont blâmer Netanyahou, ils vont blâmer le lobby sioniste, ils vont blâmer les partisans d'Israël avant tout, ils vont blâmer les néoconservateurs. C'est donc une erreur de calcul catastrophique, vraiment catastrophique. Toutes les personnes envoyées pendant le sabbat ont été averties, et nous en avons déjà parlé. J'ai toujours dit que la plus grande défaite subie par le régime israélien est la destruction de son image. Il n'a pas réussi sur le champ de bataille d'ailleurs. Souvenez-vous, comme ils disent toujours, que le Hezbollah a été vaincu. Regardez ce qui se passe maintenant. Regardez comment la résistance au Liban frappe le régime israélien.
et nous devons nous rappeler que la résistance libanaise fait ses sacrifices pour le peuple de Gaza afin d'arrêter le génocide. Leur combat est mené pour un autre peuple. Même si nous avons notre propre projet et que chacun, le sens de la résistance au Liban est extraordinaire. Mais en tout cas, j'ai toujours dit à l'époque, et je continue de le croire, que la plus grande défaite du régime israélien a été la destruction de son image et de sa crédibilité, et le fait qu'il soit de plus en plus perçu dans le monde comme illégitime. Alors, si l'on ajoute la misère publique, et que la responsabilité de cette misère publique est attribuée au sionisme, en quoi cela aide-t-il les Israéliens? Quel impact cela a-t-il sur l'influence du lobby sioniste aux États-Unis? Donc en fin de compte, si j'étais du côté israélien, Dieu m'en garde, ou avec Trump, Dieu m'en garde, je dirais, il faut mettre fin à cette guerre dès hier. Il faut y mettre fin. C'est catastrophique. Non seulement vous perdez la guerre, mais chaque jour où l'Iran riposte, les gens dans le monde entier voient l'Iran comme héroïque. Les gens s'intéressent de plus en plus à l'Iran et ils constatent que l'Empire est bien plus faible qu'ils ne l'imaginaient. Ils pensaient que les États-Unis étaient une puissance invincible. Maintenant, ils voient que les États-Unis et cette coalition collective contre l'Iran échouent. Mais au-delà de cela, à mesure que la crise économique s'aggrave, la situation va devenir bien pire pour le régime israélien et ses soutiens en Occident. Et je pense que la destruction, ou comment devrais-je le dire, le déclin de l'influence du lobby sioniste sera beaucoup plus rapide à cause de cette guerre. Et plus cette guerre durera, plus ce déclin et cette chute s'accéléreront. Eh bien, je me demandais, selon vous, quels sont les risques liés au fait que l'Iran soit trop performant? Je regardais certains commentaires du professeur John Mearsheimer, et il faisait remarquer que si les Israéliens estiment faire face à une défaite stratégique majeure, il est tout à fait possible qu'ils envisagent d'utiliser une arme nucléaire pour faire pression sur l'Iran ou le forcer à capituler. Pensez-vous que cela fasse partie du calcul iranien? Que cela puisse être une direction possible? Je veux dire, c'est l'un des défis avec les puissances nucléaires. Si l'on inflige une défaite trop sévère à un État nucléaire, c'est le risque que l'on court. Voyez-vous ce défi également? Permettez-moi de décomposer cela en plusieurs parties. Tout d'abord, si le régime israélien utilisait une arme nucléaire, le simple fait que cela soit même envisagé montre à quel point ce régime est immoral, brutal, génocidaire et malfaisant. Le fait que quelqu'un puisse envisager d'utiliser une telle arme nous dit tout sur la nature même du régime. Ensuite, si le régime utilisait réellement une arme nucléaire contre qui que ce soit, je pense que ce serait la fin du régime. Et troisièmement, s'ils utilisaient une arme nucléaire, ce serait en quelque sorte dire à tout le monde « Construisez vos propres armes nucléaires ». C'est le message qu'ils adresseraient aux Iraniens. Et le régime israélien est très petit. Mais en fin de compte, Glenn, cette guerre pour l'Iran est une guerre défensive, une lutte pour la survie. Nous n'allons accepter aucune menace, nous ne nous soumettrons à aucune menace, ni n'accepterons la destruction de notre pays parce que quelqu'un nous menace. C'est pour cela que nous nous battons aujourd'hui. Trump a déjà dit qu'il détruirait l'Iran et qu'il ne s'en relèverait jamais. Il peut faire cela. Alors quoi? Nous capitulons? Non, parce que nous sommes une nation indépendante. Nous avons de la dignité, nous avons de l'honneur. Pourquoi nous battons-nous? Parce que nous sommes du bon côté de l'histoire. Notre péché depuis 47 ans a été de dire « Arrêtez de tuer les Palestiniens ». Arrêtez le nettoyage ethnique. En tant qu'être humain, en tant que musulmans, en tant que chiites, nous devons soutenir les opprimés. Nous sommes prêts à affronter le martyre pour cela.
Nous chérissons la vie plus que quiconque. C'est pourquoi nous soutenons les Palestiniens. C'est pourquoi nous soutenons les victimes à travers le monde, parce que leurs vies ont de la valeur pour nous. Mais nous sommes prêts à faire le sacrifice ultime pour préserver notre dignité et notre honneur. C'est notre devoir. Nous ne serons donc pas intimidés par les États-Unis ou par le régime israélien. Mais l'usage d'armes nucléaires changerait la planète et conduirait d'une manière ou d'une autre à la destruction rapide du régime israélien. Dernière question. Vous avez mentionné plus tôt qu'il n'existe pas beaucoup de voies vers la paix. Mais bien sûr, la paix reste l'objectif ultime. Comment évaluez-vous globalement cette guerre? Quelle direction prend-elle? Et dans quelles conditions pensez-vous qu'il soit possible d'y mettre fin? Car comme je l'ai dit, tout porte à croire que cette guerre sera longue. Et encore une fois, les États-Unis estiment devoir en sortir en paraissant victorieux. L'Iran, de son côté, ne peut apparemment pas se permettre de laisser les États-Unis revenir tous les 6 mois pour le bombarder jusqu'à ce qu'ils obtiennent le résultat souhaité. Il semble donc très difficile pour les deux camps d'y mettre un terme. Quelles sont, selon vous, les conditions possibles pour la paix? Eh bien, encore une fois, je parle simplement en termes généraux et je n'ai aucun détail sur la position iranienne. Mais tout d'abord, cela ira au-delà de l'Iran. Il faudra qu'un changement intervienne dans la manière dont les Palestiniens de Gaza sont traités. La souveraineté du Liban devra être respectée. Les soi-disant cessez-le-feu devront être pleinement respectés. Le régime israélien devra quitter le Liban. Ils devront se conformer entièrement aux accords concernant Gaza. Plus de meurtres ni d'assassinats, plus d'enfants tués chaque jour à Gaza et au Liban. Donc il ne s'agit pas seulement de l'Iran. La menace de guerre contre l'Iran devra être prise en compte. Aucun document signé par le président américain n'a de valeur pour nous, car nous avons déjà négocié 2 fois et il a déjà trahi ses négociations. Ainsi, les faits sur le terrain devront changer, et une partie de ce changement concernera la région du Golfe Persique. Les bases américaines ne seront plus ces centres de menace contre l'Iran. Cela ne sera plus toléré. Par conséquent, les régimes de la région du Golfe Persique devront modifier leur politique. Ils devront également verser des compensations pour tout ce qui s'est passé. Cela se produira sans aucun doute. Peu importe qui paiera cette compensation. Quelqu'un paiera. Ces régimes subissent déjà de graves dommages, mais ils paieront cette compensation. C'est donc pas seulement une question de sécurité à long terme de l'Iran. Nous n'accepterons pas une situation où le régime américain, celui de Trump, se réarme et attaque à nouveau. Et d'ailleurs, cela a déjà été discuté à de nombreuses reprises, et je n'en ai pas parlé plus tôt ces derniers mois, parce que je ne pensais pas que ce soit approprié. Mais après la guerre de 12 jours, beaucoup se demandaient pourquoi l'Iran avait accepté un cessez-le-feu. Il aurait pu simplement continuer. La raison pour laquelle l'Iran a accepté le cessez-le-feu, même s'il gagnait la guerre, et il ne l'a pas accepté dès le premier jour. Il a continué à frapper pendant 3 ou 4 jours. Je ne sais pas exactement combien de temps. C'est que pendant la guerre de 12 jours, même si l'Iran prenait progressivement l'avantage et était en train de gagner, il savait que si la guerre se poursuivait, les États-Unis auraient eu intérêt à y entrer et à déployer tous les systèmes d'armes dont ils disposaient. Et l'Iran a reconnu que, même s'il s'en sortait relativement bien, il avait encore de nombreuses lacunes. Ils ont donc décidé de mettre fin aux hostilités et de se préparer à la Grande Guerre. Depuis 8 ou 9 mois, les Iraniens travaillent sans relâche. Et maintenant,
Même si la puissance de feu combinée de l'ennemi est bien supérieure à celle de la guerre de 12 jours, le nombre de lanceurs détruits est bien plus faible. Le nombre de martyrs dans l'armée est également bien plus faible. Cette fois-ci, l'Iran a pu déplacer ses principaux atouts hors des bases, de sorte que la plupart de ses frappes ont touché des bâtiments vides. L'Iran devait se préparer à quelque chose de bien plus grand que ce régime israélien. Le régime israélien ne constitue pas une menace pour l'Iran, et la force qu'il possède lui est donnée par l'Occident, car celui-ci soutient ce racisme et cette suprématie ethnique. En revanche, les États-Unis représentent une véritable menace. Ainsi, la guerre de 12 jours a été une excellente occasion pour l'Iran de déterminer ce qu'il devait faire. Ils se sont préparés et nous voyons maintenant le résultat de ce travail. En fin de compte, il faudra bien que tout cela prenne fin, mais cela se fera de manière à garantir que l'Iran se sente, dans les années à venir, en sécurité et que ses alliés dans la région gagnent eux aussi en sécurité. Ces régimes qui accueillent des bases américaines, ils sont coupables. Ils doivent indemniser. Je veux dire, Glenn, imaginons, j'ai donné cet exemple hier soir à George Galloway, imaginons que la France accorde des bases aux Russes et que les Russes attaquent le Royaume-Uni, ou que les Canadiens donnent des bases aux Chinois et qu'ils attaquent les États-Unis. Et ensuite, le Canada et la France disent « Nous sommes neutres ». Est-ce que quelqu'un au Royaume-Uni ou aux États-Unis accepterait cet argument? En ce moment même, des bombardiers B-2 sont préparés chaque jour au Royaume-Uni pour mener des frappes massives contre l'Iran, et ils visent des gens ordinaires. Ces bases de missiles souterraines, ces bases de drones et ces usines sont intouchables. Et comme les avions de chasse ne sont pas très efficaces, puisqu'ils doivent, en raison des capacités de l'Iran en matière de drones et de missiles, ainsi que de ses défenses antiaériennes, mais surtout à cause de ses drones et de ses missiles, être stationnés très loin de l'Iran, ils doivent se ravitailler en vol, revenir, atteindre l'Iran, puis repartir à nouveau pour se ravitailler. Très coûteux, pas très efficace. Ils utilisent donc de plus en plus ces bombardiers à long rayon d'action, qui sont eux aussi très chers, mais les munitions qu'ils larguent sont considérables et elles dévastent les populations. Les Britanniques participent à cette guerre. Ils assassinent des enfants. Le régime britannique est un régime qui tue des enfants. Donc, ce n'était qu'une note de bas de page. Ce n'était pas lié à l'argument principal. Mais le fait est que tous les régimes impliqués dans cette guerre sont coupables. Ils ont du sang iranien sur les mains. Les régimes de la rive orientale du Golfe Persique sont nos voisins. Ils nous ont trahis une fois dans les années 1980. Ils ont tous soutenu Saddam Hussein, lui ont donné des centaines de milliards de dollars à l'époque, ce qui valait bien plus qu'aujourd'hui pour tuer des Iraniens. Après la guerre, et après l'invasion du Koweït par Saddam, les Iraniens leur ont pardonné et ont essayé d'établir de meilleures relations. Cette fois, cela ne se terminera pas ainsi. Ils devront compenser. Alors, juste une dernière question à ce sujet. Voyez-vous des possibilités pour l'Iran de riposter contre des pays comme la Grande-Bretagne qui participent à cette guerre? Ou est-ce, je suppose, aller trop loin? Eh bien, je pense que dans l'avenir, leur présence dans notre région va diminuer. Ils ne permettront plus. L'Europe et les États-Unis, leur présence dans notre région sera réduite. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Mais une chose que je devrais ajouter ici, et je pense qu'il est important que votre public le sache, c'est que tout ce discours sur les drones aux États-Unis et les Iraniens, tout cela est mensonger. Les mêmes personnes qui ont organisé le 11 septembre
J'étais autrefois de ceux qui n'y croyaient pas. Vous savez, je pensais que ce n'était qu'Al-Qaïda. Les mêmes personnes qui ont utilisé Al-Qaïda en Afghanistan, à New York, en Syrie et en Libye, ces mêmes personnes pourraient tenter de mener une attaque aux États-Unis. Ce serait sans aucun doute une opération sous fausse bannière. Ils sont en train de perdre la guerre, les sionistes, et donc ils ont besoin de quelque chose. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'ils pourraient, Dieu nous en préserve, commettre une attaque majeure contre des civils aux États-Unis pour changer l'état d'esprit des Américains ordinaires, afin de les convaincre que la guerre contre l'Iran est justifiée et doit se poursuivre. Donc si quelque chose se produit en Occident, et particulièrement aux États-Unis, je n'ai aucun doute que cela aura été perpétré par le régime sioniste, ou par quelqu'un qui leur est affilié, ou par un imbécile naïf, ou un groupe d'imbéciles naïfs manipulés par eux. Juste une petite correction à ce que vous avez dit plus tôt. Vous avez dit que l'Iran avait négocié 2 fois. En réalité, c'était 3 fois. Il a également signé le JCPOA. Je peux comprendre la confiance déclinante envers la diplomatie, mais je sais que la situation n'est pas facile en ce moment à Téhéran. Alors merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci beaucoup, Glenn. C'est toujours un grand plaisir d'être dans ton émission, et merci pour tout le travail héroïque que tu accomplis. Que Dieu soit avec toi. God be with you.